Donc voici un cas qui a eu une complication, je vous le dis dès maintenant. Donc, plus qu'une d'ailleurs. 76 ans, une dame de 76 ans qui ne se plaint pas de problèmes neurologiques ni central ni périphérique. Elle n'a pas de compression. Elle se plaint de ce déséquilibre, donc bien sévère. Elle est gênée, périmètre de marche diminué. Qu'est-ce que vous lui proposez? Et si vous avez besoin d'autres éléments, on peut essayer de les trouver. Donc, comment vous décrivez cette déformation? Donc, il faut déjà une stratégie pour corriger de face et de profil. C'est le déséquilibre du côté convexe que depuis plus qu'une quinzaine d'années, il nous en a parlé, M. Chopin, encore une fois. Donc, comment vous traitez déjà la stratégie de correction de ce déséquilibre un peu mixte vers l'avant et sur le côté gauche, côté de la convexité principale? Je pense. En fait, c'est une hyperlordose haute pour compenser une syphose entre L4 et S1. Si vous voyez bien, en bas, il n'y a absolument pas de lordose. En bas, entre L3 et S1, il n'y a pas du tout de lordose, et toute la lordose, elle est au-dessus. C'est pour ça qu'elle monte très très haut, il y a un effacement de la syphose thoracique. Un scanner pour voir quoi? Est-ce qu'il y a un scanner? On n'a pas fait de scanner pour elle. Il y avait une IRM que je n'ai pas mis ici, mais on n'a pas fait de scanner. Il n'y a pas de malformation congénitale. Donc si c'est ça la question, il n'y en a pas. C'est vraiment une dégénérescence discale multi-étagée qui est forcément asymétrique, qui a entraîné un déport du tronc du côté donc de la convexité. Clichés centrés. Après, je peux vous montrer d'autres clichés. J'ai fait des clichés sur bio, j'ai fait des clichés de bending qui sont plus centrés. Mais juste pour discuter un peu de la stratégie de correction. Moi, je pense qu'il faut travailler la base du déséquilibre convexe pour remettre la colonne vertébrale dans l'axe du milieu du plateau sacré, puis redonner de la lordose le plus bas possible. Je ne connais pas l'incidence pelvienne de base de cette patient, mais elle semble être assez élevée. Elle est élevée, vers les 65. On est dans les 70 à peu près, donc il faut redonner de la lordose lombaire basse. Est-ce qu'il faut faire une ostéotomie asymétrique ou pas sur L4 pour corriger, ou avec une grosse cage en L4 pour rééquilibrer L4 sur L5 et L5 sur S1, ça peut être suffisant. Moi, je pense qu'il faudrait surtout la base et puis essayer de ne pas monter très haut puisque il y a une hypolordose dorsale, thoracique, qui compense le déséquilibre vers l'avant. Il y a d'autres avis? Pour les niveaux de fusion, donc vous êtes d'accord qu'il ne faut pas monter très haut? Jusqu'où il faut monter? Ça dépendra de ce que sur la table opératoire tu pourras donner comme lordose, je pense, comme correction au niveau de la partie basse, si tu arrives à avoir une bonne lordose L4 S1. On va regarder sur les radios sur bio après combien, mais juste la hauteur de fusion. Vous avez voie postérieure ou antérieure? Bon. Moi, je ne montrerai pas plus qu'en T10. Ok, bon, je vais avancer un peu, on posera plus de questions après. J'ai juste mis un petit rappel, c'est que si on corrige la scoliose ici, on va aggraver le déséquilibre coronal. C'est très important, donc il faut corriger le bas. Donc Georges vient de le dire, M. Chopin l'a dit il y a très longtemps. Donc si on ne corrige pas la charnière lombosacrée, on peut finir comme ça, en corrigeant la scoliose principale. Donc, je vous mets quelques éléments. Voici, c'est une très bonne nouvelle. Les bendings montrent donc que la charnière lombosacrée elle est souple et les clichés sur bio, ça s'ouvre bien. Là, maintenant, je veux vraiment des avis plus précis des...
bonjour, Neurogap. L'analyse discogénique, je voudrais en parler un petit peu, parce que finalement, cette déformation, elle est liée, et le cliché le montre ici, à un spondyle rotatoire du disque L5 et S1, qui évolue dans le temps et qui fait que le patient est obligé d'essayer de maintenir son thorax horizontal pour pouvoir respirer, et progressivement, on a un effondrement latéralisé. Donc l'analyse discogénique dans ce cas, elle nous montre, là tu viens de nous montrer, qu'il y a finalement un disque essentiellement qui est abîmé, éventuellement un listésiste au-dessus, mais ça n'apparaît pas ici. C'est donc simplement une indication d'ALIF, c'est-à-dire redonner la hauteur de ce disque qui glisse lorsqu'elle est en position debout, puisqu'en position allongée, elle se remet parfaitement et elle se réaligne parfaitement bien. Donc je ne vois pas l'intérêt, dans un cas comme ça, d'instrumenter et d'appeler ça une scoliose. C'est un effondrement discogénique avec un listhésie, ça évolue toujours vers la même cascade discogénique, des listhésies successifs latéralisés, et si on analyse le mécanisme dans le plan vertical, on n'a pas besoin d'instrumenter par voie postérieure. Donc d'accord, mais vous faites quoi alors? Par devant combien de niveaux, d'où à où? Pratique, oui. Je crois que c'est très intéressant parce que dans un cas comme ça, il faudrait voir l'IRM et les scanners pour voir exactement comment sont abîmés les disques L4, L5 et L3, L4. Ces disques au-dessus, ils vont partir en latérolisthésie. S'ils sont en latérolisthésie, je les stabilise. Le L3, L4, déjà, il est en latéraux et en spondylo. D'accord. Il est dans les deux côtés, on le voit très bien, voilà. Je vais le montrer. À ce moment-là, si on raisonne dans le plan vertical, le but de la livre dans un cas comme ça, c'est de terminer avec une vertèbre horizontale, de façon à ce que le thorax soit stable sur une vertèbre horizontale. C'est-à-dire qu'on raisonne dans le plan vertical et non pas dans le plan coronal ou dans le plan sagittal. Ça, c'est important en ALIF. Et il faut respecter la musculature parce que ce patient, il va se rééquilibrer de lui-même si on lui redonne de la hauteur discale et de la tension verticale de son schéma musculaire corporel. Ça, c'est important en ALIF. Donc vous feriez par voie antérieure L3S1, c'est ça? Tout à fait. Si j'ai bien compris. Deux petites incisions, une incision paramédiane pour L5 et 5, le disque le plus important qu'on essaie de rééquilibrer. Et ensuite, on va stabiliser jusqu'à terminer donc, avec une vertèbre horizontale dans le plan coronal, mais si possible aussi dans le plan sagittal, éventuellement un peu incliné en arrière, ce qui va stabiliser parfaitement son thorax. Et en redonnant la tension musculaire postérieure, elle va pouvoir défléchir son tronc. Ce n'est pas une syphose, c'est défléchir son tronc. Elle va se stabiliser, c'est-à-dire qu'on va stabiliser le mécanisme d'effondrement et non pas la conséquence qui est la déformation. C'est intéressant comme stratégie. Je ne l'ai pas faite, mais peut-être j'aurais dû. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, la Martina aurait été content de l'entendre. Quelqu'un veut défendre la voie postérieure que j'ai faite quand même? Non. Bon. On va aller plus loin, on discutera le résultat. Vous voyez, ici on voit bien qu'il y a un spondylo L3, L4. Sincèrement, je n'ai pas pensé à faire que par devant, j'ai pensé à bien remplir les disques, mais par derrière. Et pour la correction, la base, c'est de remettre la charnière lombosacrée à l'horizontale. Et dans ces cas-là, je fais une voie postérieure avec une translation du côté de la concavité, donc comme vous voyez dans ce schéma. Et puis ça, c'est la radio post-opératoire. J'attends à ce que vous la critiquiez. Bon, de face, ça va. Et ça, c'est la radio de profil en post-opératoire. Donc, vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez, la longueur du montage, la forme peut-être hyperlordotique que j'ai donnée jusqu'en haut, l'aplatissement de la région thoracique basse. Je vais en profiter un petit peu. Sur ce genre de réduction, ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as une déformation souple, très réductible et facilement réductible, parce qu'avec tes tests sous stress, tu réduis ta colonne. Tu n'es peut-être pas obligé de monter aussi haut une fois, parce qu'une fois endormi sur la table d'opération, ça se trouve, tu n'as même peut-être plus de scoliose du tout, ou très peu. Et tu peux te permettre, à mon avis, de t'arrêter bien plus court que ce que tu n'as fait. Effectivement, il faut avoir la donnée péropératoire de pouvoir t'arrêter sur un montage court, vraiment court, je dirais L2 ou L3, si vraiment tu as une bonne réduction. Donc on peut la même technique proposer, mais par voie postérieure. Par voie postérieure. Ouais. Je dis attention, il faut quand même voir ce que ça donne déjà en péro. Ouais, je peux vous dire, en fait, c'est un patient que j'ai opéré en 2012. Hein. Je peux vous dire pourquoi j'ai fait ça. C'était
Tout d'abord, pour pouvoir corriger donc, le déséquilibre coronal, je n'ai pas pensé que j'allais pouvoir le faire en faisant si court. Et comme l'incidence est forte, je me suis dit, ça serait bien que je ponte la charnière thoracolombaire pour éviter les PJK. Alors vous allez voir que je n'ai pas réussi. Bon. Ibrahim, je voulais te remercier pour ce cas qui a l'avantage de nous montrer l'intérêt d'étudier les clichés dynamiques. Et c'est vrai que depuis le début de ces présentations, moi je suis frustré par l'absence de ces clichés dynamiques. Et tout à l'heure, Daniel nous a dit qu'il faut étudier les clichés autrement que statiques. Et je crois que tu as la réponse dans ce que tu viens de nous montrer. Les clichés dynamiques sont fondamentaux. Et je crois que de prendre une décision, et c'est pour ça que je ne suis pas intervenu jusqu'alors, sans clichés dynamiques, même tout bêtement une IRM faite en décubitus, déjà te donne un certain nombre d'informations sur la réductibilité. Donc je pense que ça, c'est vraiment un point fondamental. Alors sur le plan des niveaux, effectivement, moi je me serais arrêté un tout petit peu avant en T10, mais j'aurais évalué sur l'IRM les disques et leur état pour essayer de savoir jusqu'où je pouvais me permettre de monter. Et sinon, en péropératoire, je crois qu'il est fondamental de respecter les muscles sous-jacents et de savoir, ce que je n'ai pas toujours fait, arrêter notre dissection au niveau supérieur du montage que nous souhaitons faire et de ne surtout pas délabrer nos muscles sous-jacents. C'est un point qui n'est pas apparu depuis le début de cette présentation, qui est d'ailleurs très intéressante, sur le PJK, sur le fait qu'il y a une composante musculaire aussi. Il n'y a pas que les éléments de la statique, il y a une composante musculaire réelle. Et le fait d'avoir des muscles en mauvais état, et on devrait évaluer nos muscles sur les coupes axiales, et on voit un certain nombre, tu le sais, d'involutions graisseuses, et ça, il faut l'anticiper. Je pense qu'on doit apprendre à lire ces images. Sinon, je suis inquiet et malheureux de savoir que tu as eu un PJK dans ce cas présent. Parce que c'était très joli. C'est pas la seule, je vous rassure. Donc bon, je vais aller plus loin pour ne pas prendre trop de temps. Donc, 1 mois et demi, PJK. Bon, symptomatologie, il n'y avait pas beaucoup, elle est à peine gênée. Vous voyez, il y a toujours un corset. 6 mois, le PJK avance, s'aggrave. 1 an. 2 ans, toujours la symptomatologie, elle est très faible. Donc, il faut toujours regarder les symptômes. Il y a un PJK, mais elle n'a pas très mal. Donc, on attend. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours ravie de la chirurgie, parce que vous allez voir que je l'ai reprise après. Mais elle est toujours ravie parce qu'elle se sent plus droite, elle marchait mieux. 2 ans, 4 ans. Donc, il n'y a pas eu d'aggravation. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution ? Donc en fait, entre 1 an et 4 ans, il n'y a pas eu d'aggravation, elle s'est aggravée pendant la première année. Et puis, il y a un suivi régulier, et à 4 ans, il n'y a pas eu d'aggravation. Monsieur Roussy, qu'est-ce que vous en pensez du mécanisme de la survenue de PJK ici ? C'est plutôt l'hypercorrection en bas et l'aplatissement du thorax ? Entre-temps, Stéphane, peut-être veut... Oui, juste faire une petite remarque. Là, tous les dossiers qu'on nous montre, c'est des dossiers de gens de plus de 70 ans. Ouais. Connaissant la fréquence de l'ostéoporose et des fractures ostéoporotiques, on peut toujours discuter. On aura toujours des... Je ne crois pas qu'il faille tout réduire à l'étendue du montage. C'est inéluctable de voir survenir des fractures ostéoporotiques dans ces circonstances. Et on peut se poser aussi la question de réaliser des montages aussi rigides qui probablement ont des répartitions de contraintes qui font qu'à la limite du montage, il y a des forces sans doute assez considérables. Voilà, c'était 2 remarques que je voulais faire. Merci. Oui, la radio initiale montrait absolument pas la zone thoracique était en compensation totale puisque le dos était complètement plat. Hein. Il y avait une petite SIFO tout en haut, discrète, mais c'était une compensation complète pour lutter contre le déséquilibre antérieur. Donc, on a 2 mécanismes de compensation, la rétroversion du bassin et l'aplatissement de la zone thoracique. Quand tu relâches le bassin et que tu mets de la lordose, ces cas-là, et là on est en désaccord avec Daniel, mais je commence à trouver l'explication pourquoi il y a des désaccords. Parce qu'il y a des moments où ça marche, sa théorie marche dans certains cas, mais ne marche pas dans d'autres.
Mais dans ces cas-là, avec grande incidence, tout plat, ça ne marche pas. Ça, je pense que là, je suis sur mon coup. Et ils partent en syphose au-dessus. Mais là, je rejoins l'analyse de Noroth au départ. Je pense que vraiment, c'était discogénique, c'était en bas, et que je serais resté sur une... Je pense que l'IRM, si on avait eu l'IRM dans la présentation, ça nous aurait beaucoup aidé pour voir que ça se réduit spontanément et qu'il n'y a vraiment qu'un disque qui est extrêmement agressif et qui fait tout le travail. Donc je pense que moi j'aurais été sur un montage beaucoup plus court et qui aurait laissé rééquilibrer tout le reste. Et sur l'attitude de ne pas la reprendre chirurgicalement, là, parce que là, est-ce que ça, pour vous, c'est un rachis qui est acceptable comme ça maintenant avec... En fait, j'ai l'impression qu'elle a recréé sa syphose et elle est restée comme ça et puis c'est tout. Hein. Tu sais, quand ça va pas mal, qu'ils n'ont pas trop mal et que là elle se plaint uniquement de la saillie du matériel quelque part, c'est tout. Hein. Ouais. Et puis le dossier qui appuie sur le matériel, ça ne veut pas ce qu'elle dit. Des fois, tu dis, tu es content parce que tu dis, je n'ai pas à y retourner. Quoi. Bah, là, elle n'a aucune plainte. Alors, je continue l'histoire. Après, c'est continu. Oui. Oui. Pardon, excusez-moi. Il y a peut-être un élément aussi à prendre en compte. J'ai été frappée dans le post-opératoire immédiat. Elle avait plus de lordose cervicale parce qu'effectivement, étant hyper corrigée, elle devait avancer sa tête pour rester alignée. Et je pense que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a rectifié ça pour pouvoir, quand on voit le début de PGK, elle s'est redonné une configuration où elle a son rachis cervical qui est plus en confort, je vais dire. Donc, je me posais la question du regard qui est porté sur ce volet-là, parce qu'au-dessus de tout ça, il y a une tête de 5 kilos. Ben, je pense parfois que tu as tout à fait raison. En fait, il y a une hypercorrection. J'ai prolongé trop haut la lordose. Donc, du coup, c'est la syphose thoracique qui a augmenté pour compenser. Et puis, la lordose cervicale, elle a reculé après. Donc, c'est un phénomène de compensation qui s'est refait après, tout à fait. Oui, et elle s'est remise dans une position... Là, elle s'est remise comme elle devait être au pour départ. elle. J'aurais dû la mettre comme ça avant. C'est ça. Oui, tout à fait. Alors, je vous complète. Donc, là, c'est 4 ans. Et à 5 ans, elle vient pour un pseudarthrose L3, L4. Donc, ça, c'est en 2017. C'est il y a 2 mois ou 3 mois. Donc, son médecin traitant m'a appelé et m'a dit qu'elle a cassé ses tiges et elle a mal, avec une cruralgie. Je pense que c'était une cruralgie droite. Je ne suis pas certain du côté. Donc, qu'est-ce que vous feriez ? Là, maintenant, il faut la reprendre. Donc, je pense qu'elle avait combien ? 75 ans au départ, elle doit avoir maintenant 80. J'ai essayé, je ne vous cache pas, j'ai essayé de mettre un corset pendant 1 mois, mais ça n'allait pas. Alors, en fait, là, c'était 2 tilifs que j'ai faites. Pareil, quand est-ce qu'on s'arrête de faire ? Est-ce qu'on fait 3, 4, 4, 5 ? Après, on peut dire on peut faire 2, 3, pourquoi pas 1, 2 ? Bon, j'ai fait 4, 5, 5, 1, je me suis dit 2 dans le bas, ça doit suffire. Bon, c'était peut-être j'aurais dû faire L3, L4 aussi, mais tout ça, ça prolonge la chirurgie. Alors, je crois que là, il y a 2 problèmes différents au final. Maintenant, aujourd'hui, tu es face à une patiente de 80 ans. Lui refaire tes 2 bassins, faut quand même rester raisonnable. Son problème clinique, c'est qu'elle a une lombalgie et une cruralgie. Pendant 5 ans, elle s'est quand même pas trop plainte du haut, alors qu'elle a une syphose jonctionnelle qui est assez bien tolérée. Je crois qu'il faut focaliser le problème et réparer le bas. C'est tout. Donc là, je montre les photos un peu de toute l'évolution. Voilà, c'est jusqu'à la fin, donc jusqu'à la 5e année avec la dernière, la rupture du tige. Et ben, j'ai fait ce qu'il a dit Yann Philippe. Donc j'ai juste traité la pseudarthrose. J'ai changé la tige du bas et j'ai mis une cage en L3, L4. J'ai enlevé quelques bouchons en haut, donc il n'y a pas de pseudarthrose L2, L3. Il n'y a pas de pseudarthrose L2, L3. Et le bas est parfaitement fusionné, donc j'étais content parce que au moins je suis certain qu'elle ne va pas casser à un autre endroit, en tout cas dans les quelques années
Donc, pour moi, c'est un cas où j'ai appris beaucoup de choses. Tout d'abord, que le désir convexe, il faut corriger par le bas. Que le PGK survient très rapidement, c'est une illustration. À 6 semaines, on le voyait déjà. La chirurgie de reprise n'est pas toujours nécessaire pour le PGK. Et surtout, mais là, vraiment, on ne peut pas parler de bons résultats à 3, 4 ans, même 5 ans. Donc, il y a beaucoup de complications qui peuvent survenir encore après 5 ans. Donc, il faut toujours les surveiller, ces patients, pour les complications mécaniques tardives. Je vous remercie.